Septembre 2021, je reçois un message me disant que les notes du dernier examen de deuxième année venaient d'être affichées. Je pense qu'on connaît tous ce sentiment, ce stress, cette montée d'adrénaline qu'on ressent pendant qu'on attend que cette pénible page d'affichage se charge. Je commence à faire défiler rapidement la page dans tous les sens pour trouver mon nom, et là, je vois une note. Pas une mauvaise note, non, pas du tout. En fait, c'était la meilleure note que j'ai eue de toute l'année. Et c'est à cet instant précis que je me suis dit que j'avais trouvé la méthode, qu'après 2 ans de travail acharné, de recherche et d'essai, j'avais compris comment étudier, réussir et me mettre parmi les premiers. Mais j'avais totalement tort. Bonjour! Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques sources, méthodes, conseils et autres petits trucs qui m'ont beaucoup aidé durant ma 3e année. On reviendra sur la méthode et pourquoi j'avais tort tout à l'heure, mais avant, commençons par la caractéristique et la grande nouveauté de la 3e année, l'hôpital. Vous aurez probablement 1 à 2 jours d'hôpital par semaine, où vous aurez une séance de TD qui se déroulera exactement comme tout autre TD digne de ce nom, c'est-à-dire dans une salle avec le ou la résidente responsable, qui vous posera quelques questions sur le cours étudié, et une séance de TP où vous serez avec le ou la patiente. Pour la séance de TD, ce n'est pas sorcier, il suffit de faire et revoir votre cours avant d'assister, et petit pro tip, posez autant de questions que possible. Tout ce que vous n'avez pas saisi en cours, ou même comment vous devrez agir en face du patient, la plupart des résidents sont très gentils, et souvent, ils répondront à toutes vos questions, et ils vous donneront quelques bonnes astuces. Cela vous permettra non seulement de faire d'ores et déjà une couche de révision, mais ça vous permettra aussi de faire bonne impression, ce qui vous aidera énormément durant le reste de votre stage. Mais bon, je pense que tout ça, vous le connaissez déjà. La séance de TP sera, elle, très différente, peut-être même assez inconfortable. Personnellement, même après avoir posé des dizaines de questions lors du TD, je ne savais toujours pas comment il fallait agir, comment il fallait faire l'interrogatoire, est-ce que les patients seraient d'accord pour répondre à nos questions, et si j'oubliais ce que je devais demander en plein d'interrogatoire, etc. Notre interne et nos résidents nous avaient conseillé de nous présenter en tant qu'externe et dire qu'on était là pour poser quelques questions. Lors de notre premier entretien avec un patient, mes camarades et moi avions un petit peu bugué parce que ça nous semblait un peu gênant de demander à quelqu'un quel est votre nom. Bon, maintenant, ça ne semble pas gênant du tout, mais sur le moment, ça semblait l'être. La réalité était beaucoup plus agréable parce que le patient était très gentil, il a répondu à toutes nos questions et tout s'est très bien passé. Je pense donc que vous ne devrez pas trop vous en faire pour votre TP. Il reste tout de même un tout petit truc que vous sentirez peut-être, et c'est le syndrome de l'imposteur. Parce que d'une certaine manière, les patients qui sont d'abord des inconnus s'ouvrent à vous, ils vous font confiance, ils vous parlent d'eux, de leur famille, de leurs problèmes, de leurs douleurs et de leurs peurs, et même si vous leur dites au tout début que vous n'êtes ici que pour poser quelques questions, vous sentez cette grande responsabilité d'être à la hauteur, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour aider cette personne qui vient de vous accorder sa confiance aveugle. Et vous sentez en même temps ce sentiment, celui de votre ignorance et de la peur d'être démasqué. Parce que oui, vous venez de dire à votre patient que vous n'êtes qu'un étudiant, un externe, mais est-ce qu'il sait que vous ne savez absolument rien de ce que vous faites? Est-ce qu'il sait que vous êtes incapable de déceler ce qu'il a pour le moment et que vous êtes en bas de la chaîne alimentaire? Je pense que ce sentiment aura tendance à diminuer avec le temps, mais il ne disparaîtra jamais. Je ne sais pas si je suis en mesure de vous donner des conseils sur cet aspect-là, mais si vous voulez connaître ce que j'ai appris des nombreuses séances de TP auxquelles j'ai assisté cette année, voici ce que je pourrais vous dire. Mais avant, petit disclaimer, ces conseils m'ont aidé, mais c'est vraiment aussi subjectif qu'un signe fonctionnel. Get it? Non? C'est un truc que vous verrez en sémiologie cette année. Ok, mauvaise blague. Bref, vous devrez donc prendre tout ce que je dis ici avec un grain de sel. Suivez ce que vos résidents vous conseillent. Je suis en aucun cas experte dans le domaine. D'abord, soyez gentils et respectueux avec tout le monde. Présentez-vous en tant qu'externe et annoncez pourquoi vous êtes venu et ce que vous allez faire. Apportez avec vous un petit bloc-notes et un stylo et éventuellement un stéthoscope et autres. Pour ce qui est de l'interrogatoire du patient, vous pouvez soit suivre une checklist stricte et poser des questions du type quel est votre nom, votre âge, vos antécédents médicaux et chirurgicaux, votre régime alimentaire, puis parler du motif de consultation et de l'histoire de la maladie. Mais je trouve, et je peux certainement me tromper, que les patients sont plutôt mal à l'aise face à ce type d'interrogatoire, parce que l'entretien aura plutôt l'air d'un interrogatoire policier.
Alors je préfère commencer autrement. Bien sûr, je commence par le nom, l'âge et quelques autres données d'identification, mais ensuite, au lieu de passer aux antécédents et de poser d'autres questions fermées, je préfère poser une question ouverte du type « Pourriez-vous me dire ce qui vous amène ici aujourd'hui s'il vous plaît ?» Et je trouve que de cette manière, le patient arrive à être un peu plus à l'aise et à parler un peu plus de ce qui le dérange, et je pourrais ensuite obtenir d'autres informations telles que les différents antécédents au moment opportun durant l'entretien. Pour l'examen physique, il faut savoir que vous devez bien étudier toutes les étapes la veille. Lisez, regardez des vidéos et essayez les manœuvres sur vous-même, les membres de votre famille ou vos amis. Et sachez que même après avoir bien étudié, vous ne saurez pas exactement comment faire et c'est normal. Devant le patient, lavez-vous les mains avant de réaliser les différents gestes ou utilisez un gel hydroalcoolique et demandez à votre résident de vous corriger. Ensuite, à partir des différentes informations que vous aurez récoltées, vous devrez écrire une observation médicale du type « Il s'agit de monsieur ou madame âgé de… etc. » et je vous laisserai apprendre ceci avec vos résidents. En dehors de l'hôpital, les choses seront plus ou moins semblables aux années précédentes, c'est-à-dire cours en amphi. Personnellement, je ne vais que très rarement en amphithéâtre, non seulement parce que quoi que je fasse, je n'arrive jamais à rester hyper concentré pendant le cours, mais en plus, si je ne comprends pas quelque chose ou si j'ai oublié un mécanisme, je ne peux me permettre d'arrêter le prof et de revoir ce que j'ai oublié. Non, ce qui se passe, c'est que j'essaye de le noter quelque part et je me force à l'oublier. Mais pendant que je le fais, le prof est en train de parler d'autres choses, des choses que je ne peux noter parce que je ne sais pas de quoi il parle et ça devient un encercle vicieux où je me demande toujours si j'ai raté une info. Enfin, je ne trouve pas que le mode d'apprentissage en amphi est très actif, je pense que c'est plutôt un processus passif de réception d'informations. Je n'ai pas le temps de me demander pourquoi un mécanisme fonctionne de la sorte ou autre chose, parce que je suis trop occupée à essayer de noter les choses que je n'ai pas vues sur les diapos. Certes, parfois j'apprends beaucoup mieux la leçon si je fais le cours avec le prof, mais dans ce cas, je préfère voir une vidéo ou écouter un audio enregistré du cours, parce que là, je pourrais arrêter la vidéo si je ne comprends pas quelque chose. Quoique je ne le fais pas très souvent, je préfère voir de courtes vidéos ou lire les textbooks. Par contre, ne pas aller en cours risque de réduire vos interactions sociales et il faudra faire très attention à ça d'ailleurs, parce qu'avec la charge de la 3e année, ça sera probablement le burn-out assuré. Essayez donc d'étudier à la bibliothèque et essayez d'organiser quelques sorties avec vos amis. Parlons maintenant de l'organisation. Voici comment notre 3e année était organisée. La vôtre peut être un peu plus différente, mais je pense que la charge sera plus ou moins la même. L'année était divisée en 2 semestres et chaque semestre était constitué de 2 unités et de 2 ou 3 modules indépendants. Le secret, c'est de toujours commencer à étudier les modules indépendants avec la première unité. Sinon, vous serez submergé et vous ne pourrez pas tout faire convenablement. Enfin, je connais quelqu'un qui a pu faire tout le module d'immunologie une semaine avant l'examen, mais si vous non plus, vous n'avez pas ces super pouvoirs, je vous conseille de commencer dès le début. Essayez de faire le plus grand nombre de cours possible des modules indépendants environ 2 à 3 semaines avant le premier examen de l'unité, tout en faisant bien sûr cours de l'unité et ensuite concentrez-vous durant les dernières semaines sur les cours de l'unité. Divisez le nombre de cours sur le nombre de jours avant l'examen. Ce sont 1 à 2 semaines pour faire une dernière révision et vous aurez le nombre de cours que vous devrez faire par jour. Laissez-vous assez de temps de répit, faites du sport, sortez avec vos amis et essayez d'équilibrer vos journées. Vous pensez que vous n'avez pas le temps, que vous devez étudier au moins 10 à 12 heures par jour, mais en fait ce n'est pas vrai. Et si vous ne prenez pas soin de votre santé physique et mentale, vous perdrez beaucoup plus de temps lorsque vous aurez fait un burn-out. Mais si vous avez quand même un burn-out, ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous d'abord que le burn-out est temporaire et que dans quelques jours, tout ira bien. Prenez aucune décision du type « j'abandonne mes études ». Reposez-vous un peu, même si vous avez un examen dans 2 jours, parce que ça ne servira absolument à rien de vous forcer à apprendre et à retenir quelque chose, ça ne marchera pas du tout. Créez-vous un moment, c'est-à-dire 1 à 2 heures par jour pour méditer, faire du journaling, lire, faire du sport et parler à vos amis et essayez d'équilibrer vos journées. N'ayez pas peur de changer de méthode si vous trouvez que la vôtre ne marche pas et quand je dis ne marche pas, je ne parle pas seulement de notes mais aussi du temps que vous passez à étudier.
Parce que parfois, on a tendance à vouloir utiliser la même méthode si on voit qu'on arrive à obtenir une bonne note avec, même si c'est aux dépens de notre santé mentale et physique, et même si cela veut dire ne pas dormir. Sur ce, parlons de méthode d'étude. Alors, comme je l'ai déjà mentionné en début de vidéo, à la fin de l'année précédente, j'avais trouvé la méthode. On en parle ? Eh bien, la méthode est censée être un combo des meilleures méthodes d'étude ou du SAD dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Je vous mettrai son lien dans la description. Je commence donc par lire le cours qu'on nous a envoyé tout en écrivant des questions sur Notion, puis je regarde des vidéos où je lis quelques manuels et textbooks sur le sujet et j'ajoute quelques notes ou quelques remarques sur ma page Notion. Quelques minutes après ou encore le lendemain, je réponds oralement aux questions que j'ai posées sans revoir le cours. Ceci me permettra d'appliquer la mémorisation active et la répétition espacée. Je revois le cours et je fais un copier-coller des réponses du cours sur ma page Notion. Et à la fin de chaque révision, je fais quelques QCM, ce qui représentera la difficulté désirable. Ensuite, à chaque fois que je revois le cours, je ne vois que les questions et j'essaye d'y répondre. Et si je trouve que je n'arrive pas à retenir certaines choses, je crée des cartes Anki et des mnémotechniques. Ce processus est certes un peu lent, mais il m'a vraiment beaucoup aidé durant les 2 dernières années de médecine. Et je l'ai utilisé pendant les premières semaines de ma 3e année, mais cela me prenait beaucoup trop de temps et je me suis rendu compte que je ne pouvais continuer ainsi. J'ai donc changé de méthode et j'ai décidé de me contenter de comprendre les leçons et d'utiliser ensuite l'application de flashcards Anki pour mémoriser. Les 2 premières semaines, c'était absolument magnifique. Tous les détails de chaque cours en tête, littéralement tous les détails. En TP d'Anapat, j'arrivais à me rappeler de tous les colorants, de tous les aspects cellulaires et c'était époustouflant. Mais très rapidement, les flashcards sont devenus trop détaillés. En fait, c'était plutôt des notes que des flashcards et elles sont aussi devenues trop nombreuses à étudier. J'avais environ 500 à 600 flashcards à revoir par jour et ça me prenait environ 5 ou 6 heures d'affilée pour les étudier. Je n'avais pas assez de temps pour faire les QCM, ni même pour étudier les nouvelles leçons de façon convenable, ni encore pour créer de nouvelles cartes Anki. Et même lorsque j'en créais, il y en avait tellement que les nouvelles cartes n'apparaissaient presque jamais et je ne me suis rendu compte de tout ça que quelques semaines avant l'examen. La plupart des nouvelles leçons n'étaient pas bien faites et je n'avais pas encore mémorisé grand chose. J'ai donc décidé de changer de méthode encore une fois à environ 1 mois de l'examen. C'était hyper stressant bien sûr, je ne savais pas si c'était la meilleure décision à prendre, mais je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça. La méthode que j'ai décidé d'utiliser cette fois était celle des Mind Maps, que j'appellerai MM parce que je vais le dire plusieurs fois dans cette section. Je comprenais donc la leçon, puis je faisais des MM à partir de ce que j'ai compris, et ensuite, quand je voulais réviser une leçon, je faisais des MM sans revoir le cours, et je n'utilisais les flashcards que pour les choses que je n'arrivais vraiment pas à retenir. Ce n'était pas une si mauvaise méthode, cela me permettait de faire un peu plus de cours et de faire un tout petit peu plus de QCM. Et à ce moment, je faisais environ 2 nouvelles leçons par jour et j'essayais d'en réviser un peu plus, c'est-à-dire 2 à 3, en plus de faire 1 heure de cartes Anki et ou de QCM. Mais après l'examen, je me suis rendu compte que pour moi, cette nouvelle méthode n'était pas aussi parfaite que la méthode. J'ai donc décidé de revenir vers la méthode pour la 2e unité et les 2 modules indépendants. Mais il y avait encore moins de temps et beaucoup plus de cours à faire et à réviser. À un moment donné, je ne pouvais plus créer des questions et des réponses pour chaque leçon, dans le cadre de la méthode. Alors je ne faisais que des questions et j'y répondais oralement. Je ne faisais de cartes Anki que pour les détails que je n'arrivais vraiment pas à retenir et je ne faisais que très peu de QCM parce qu'en regardant des vidéos de youtubeurs américains, j'ai vu que certains laissaient 1 journée par semaine pour faire des journées examen. Alors j'ai décidé que chaque jeudi fera office de journée examen. Mais comme on avait plusieurs modules, c'était presque impossible de faire assez de QCM. Je devais soit choisir le module, soit faire 1 à 2 questions pour chaque module et parfois je ne pouvais faire que les questions sans vérifier mes réponses. Bref, cette méthode n'était pas très efficace. Je pense que ça l'est plus ou moins lorsqu'on connaît nos leçons sur le bout des doigts, par exemple la veille de l'examen, mais avant, c'est un peu plus compliqué. Pour la 3e unité, j'ai utilisé la méthode en ajoutant une étape de blurt qui consiste à réécrire
tout ce dont je me souvenais sur le cours et je faisais un peu plus de QCM. Et comme il n'y avait pas beaucoup de cours pour cette unité, c'était possible d'utiliser la méthode et même de revoir les cours plus d'une fois. Et c'était très efficace. J'ai donc décidé que c'était la méthode que je voulais utiliser pour la toute dernière partie de l'année qui s'annonçait hyper chargée. Beaucoup plus chargée selon moi que le premier semestre. On avait 3 modules indépendants et une dernière unité et il y avait environ 90 cours à faire puis réviser. J'ai trouvé que la méthode était comme chaque examen très efficace au tout début. J'ai par contre arrêté le blurt et je l'ai remplacé par une étape supplémentaire bien plus efficace et bien plus agréable, et c'était de voir des vidéos sketchy, notamment pour la microbio, la parasito et la pharmaco. Les vidéos de sketchy sont des vidéos de Mind Palace qui permettent de mémoriser les cours de façon beaucoup plus efficace. J'avais trouvé ces vidéos sur un groupe Telegram qui n'est malheureusement plus disponible, mais vous pourrez peut-être les trouver dans certains drives ou autres groupes. Si vous les trouvez, n'hésitez surtout pas à les voir. Lorsque vous les regarderez pour la première fois, vous sentirez que vous perdez du temps parce que c'est tellement agréable de les voir qu'on a l'impression de voir des séries télé plutôt que des cours. Et c'est tellement efficace, presque aussi efficace que Anki. En regardant une vidéo de Sketchy, j'arrivais à me rappeler de tous les détails de chaque médicament ou de chaque virus ou chaque bactérie. Mais ce n'était pas comme pour Anki, ça prenait moins de temps et c'était plus agréable à revoir. Enfin, environ 3 semaines avant le premier examen, alors que je me suis rendu compte que je ne pourrais pas continuer à utiliser toutes les étapes de la méthode, j'ai décidé que j'allais me concentrer sur les QCM. Pour réviser les cours, je commençais donc par faire plusieurs QCM. Je notais tout ce que je ne connaissais pas sur cette page. Je ne me contentais pas de lire la question puis voir la réponse. J'essayais plutôt de voir pourquoi chaque réponse ne convenait pas et ce qui faisait qu'une réponse convenait mieux. Et j'essayais de voir tout cela sur les cours de mes profs essentiellement. Mais quand je ne trouvais rien, j'essayais de voir les articles et les textbooks. Après avoir fait quelques QCM, j'essayais de revoir rapidement le cours en révisant grâce à la mémorisation active tout ce que je n'avais pas rencontré sur les QCM. Et enfin, je regardais des vidéos sketchy sur le cours. Pour faire un nouveau cours, je faisais l'inverse en commençant par lire le cours, puis faire des QCM, puis voir des vidéos sketchy. Je dois quand même préciser que j'avais déjà fait un grand nombre de cours en utilisant la méthode 1.0. Mais aujourd'hui, je pense que la méthode, c'est en fait celle-ci. On l'appellera la méthode 2.0. Parce que je me suis rendu compte que faire beaucoup de QCM me permettait de faire le tour des questions fréquemment posées, et je savais alors quelles étaient les choses les plus importantes que je devais absolument connaître et je savais donc sur quoi je devais me concentrer. En plus, le fait de faire des QCM en essayant de comprendre et de comparer chaque réponse sans me contenter de voir la réponse seulement, m'a permis de voir qu'il y avait une toute autre dimension de compréhension des cours et de certains petits trucs. Je créais des liens que je n'aurais jamais pu faire avant en révisant les cours seulement et en ne faisant que quelques QCM. Je vous donne cet exemple de biochimie. Il y avait ce QCM où on disait que le test au dilorate de fluorécéine utilisait un substrat lipidique. En cours, on avait vu cette définition et on ne parlait nulle part de substrat lipidique. Si j'avais lu et révisé ce cours directement, j'aurais probablement lu et appris la définition directement sans faire de lien. Mais en faisant le QCM, je me suis rendu compte que je ne voyais pas vraiment le lien avec le substrat lipidique et cela me poussait à réfléchir un peu plus loin. Et là, en revenant à une autre partie de ce même cours, je me suis rappelé que les enzymes pancréatiques étaient soit amylolytiques, lipolytiques ou protéolytiques et que l'estérase était une enzyme lipolytique. Et à ce moment, tout est devenu beaucoup plus logique. Et je pense que personnellement, je n'aurais jamais pu faire ce lien si je n'avais pas fait ce QCM. Parce que quand on révise la leçon, on a tendance à passer ces petits détails. Je pourrais ajouter des dizaines d'autres arguments qui prouvent que faire beaucoup de QCM est une merveilleuse méthode. Par exemple, le fait que la mémorisation devient beaucoup plus facile quand on le fait grâce au QCM, ou peut-être le fait que c'est la méthode de Karma Medic.
Mais peut-être que dans une année, je ferai une autre vidéo pour dire que cette méthode est la pire méthode que j'ai utilisée et que j'ai trouvé une meilleure méthode, la méthode 2.1. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des principes d'étude qu'il ne faut absolument pas rater quand vous étudiez quelque chose et qui peuvent être résumés dans le SAD. Et j'ajouterai aujourd'hui les Mind Palace. Si vous ne savez toujours pas ce qu'est le SAD, je vous renvoie vers cette vidéo que j'ai faite. Pour les derniers jours avant l'examen, ma méthode est de me réserver une semaine pour revoir tous les cours de façon convenable et la veille, je fais un examen chronométré et je revois quelques petits détails qui m'échappent. Certains préfèrent faire une révision générale la veille en lisant rapidement toutes les diapos, mais personnellement je sens que ça ne marche pas vraiment pour moi parce que la plupart du temps, je ne fais que lire passivement et souvent, je ne me rappelle pas de grand-chose le lendemain. Enfin, je voudrais partager avec vous quelques sources qui m'ont vraiment aidé et pour certains sauvé la vie cette année. Je vais d'abord préciser que les sources qui vous permettront d'avoir les meilleures notes seront probablement les cours de votre université ainsi que les examens des années précédentes. Mais si vous voulez aller un peu plus en profondeur, je vous conseille Sketchy pour la pharmacologie, la parasito et la microbiologie et leurs cartes Anki correspondantes. Je ne sais pas si vous pourrez trouver les vidéos Sketchy quelque part, mais vous pourrez probablement trouver les cartes Anki gratuitement sur un site que je mettrai dans la description de cette vidéo ou en commentaire. Au fait, les cours de parasitologie seront intégrés dans le chapitre de microbiologie, que ce soit pour les cartes Anki ou les vidéos de Sketchy. Les vidéos de Patoma pour l'anapath aussi étaient excellentes. Si je trouve le site, je vous le mettrai en description. Vous pourrez trouver de magnifiques vidéos aussi sur la chaîne de Ninja Nerds, de Dirty Medicine, Armando ou d'Osmosis. Ensuite, pour les textbooks, je vous conseille le First Aid surtout pour les mnémotechniques. J'en avais trouvé quelques-unes très intéressantes pour l'anapath par exemple. Le Harrison de médecine interne pour à peu près tout. Et enfin, le Kumar and Clark pour plus ou moins tout aussi. Pour l'anapath, il y avait ces livres, notamment Pathologie générale sur lequel se basait la majorité de nos cours, et il y avait d'autres livres que j'utilisais lorsque je ne comprenais pas quelques trucs. Pour l'immunologie, j'ai utilisé ce livre surtout pour les méthodes d'études immunologiques. Ensuite, il y avait ces 3 livres que j'utilisais aussi souvent lorsque je voulais approfondir mes connaissances. Pour la radiologie, il y avait celui-ci pour la radiologie thoracique et ces 2-là qui étaient super pour tout. Pour la biochimie clinique, celui-ci était plutôt bien. Pour la gastrologie, j'ai trouvé ce livre pas mal du tout. Pour la sémiologie, il y avait ceci. Vous pourrez trouver ce livre par exemple gratuitement sur ce site que je vous mettrai en description. Il existe ce livre aussi. Pour les examens physiques, je vous conseille de voir les vidéos sur cette chaîne. Pour la parasito, il y avait bien sûr Sketchy et j'avais ce livre qui était ma principale source et j'utilisais ces sources pour quelques autres petits trucs. Pour la microbiologie, il y avait bien sûr Sketchy et ces 2 sources que j'utilisais souvent aussi. Et enfin, pour la pharmacologie, en plus de Sketchy, il y avait ces livres. Et bien sûr, si vous avez besoin de sources dans d'autres modules, vous pouvez toujours chercher sur internet et les télécharger ensuite. Enfin, voici quelques dernières leçons que j'ai apprises durant cette dure période sur le fait de gérer une grande charge de travail et le fait de continuer à étudier lorsqu'on n'en a aucune envie. D'abord, connaissez le mode de correction de votre examen. Partiel ou tout ou rien, par exemple. C'est vraiment primordial, je ne l'ai jamais fait avant, mais cette année, j'ai vraiment appris ma leçon. Si c'est un examen avec une correction partielle, faites très attention à ce que vous cochez. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes jamais sûr de vos réponses, mais j'ai trouvé que si on se concentre bien, on peut trouver des réponses un peu plus douteuses que d'autres. Et je sais que sur le moment, vous sentez que vous allez perdre votre note, mais croyez-moi, c'est pour votre bien, parce qu'il se pourrait que vous cochiez une réponse fausse qui va vous anéantir. Ayez un studying journal. Un studying journal est tout simplement un journal où je note toutes mes méthodes, mes organisations, mes sources et mes plans tout le temps. Ça me permet non seulement de comparer mes différentes méthodes d'études, mais aussi de les améliorer et de ne pas tomber dans les mêmes pièges. Et après les examens, je fais une analyse post-examen dans ce même journal, où je note comment je me sens durant l'examen, ce qui cloche et pourquoi je n'ai pas pu répondre convenablement aux questions.
Puis je note les méthodes d'études que j'ai utilisées et enfin, je décide de la méthode que je vais utiliser dorénavant. Si tout s'est très bien passé durant l'examen, je fais aussi une analyse post-examen où je note les méthodes que j'ai utilisées et comment je pourrais les améliorer encore plus. Prenez soin de votre santé mentale, physique et sociale. Dormez bien, faites du sport et parlez à vos amis. Je l'ai déjà dit avant, mais ayez un groupe d'études, créez un groupe sur un réseau social et échangez vos questions, vos sources, etc. Concentrez-vous sur vos cours, c'est-à-dire les cours de votre université. Je sais qu'on a parfois envie d'aller plus loin que nos cours, de comprendre la pathologie par exemple en profondeur, mais quand on ne dispose que de quelques jours pour réviser un grand nombre de cours, faudra bien faire quelques concessions et se concentrer sur les objectifs de notre université. Faites beaucoup de QCM parce que cela vous permettra de faire le tour des questions fréquemment posées et cela vous permettra à son tour de vous concentrer sur les choses les plus importantes et sur ce que vous devez absolument connaître. Et ne vous en faites pas trop si vous avez la plupart des réponses fausses au début, vous êtes encore en train de réviser et ceci ne va en aucun cas prédire votre note finale. Faites en sorte de faire votre cours ou vos cours en moins de temps et laissez les étapes supplémentaires pour d'autres jours. Ceci vous permettra de faire plus de cours en un seul jour et de revoir vos cours plusieurs fois. Faites un plan et suivez-le quoi qu'il en soit, mais n'ayez pas peur de changer quand il le faut. Regardez des Study With Me. N'ayez pas peur de changer de méthode si vous pensez que vous n'apprenez pas convenablement avec votre méthode actuelle. Et enfin, patientez. Tout ceci fera partie de votre passé. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est vous concentrer sur le moment présent. Je sais que c'est cliché, mais c'est la vérité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.